Salut tout le monde. Comme vous devez vous en douter, je reçois pas mal de messages concernant les émissions que je fais sur YouTube et en podcast. Bien souvent, ce sont des conseils techniques ou des conseils sur le parcours. Et au fur et à mesure des mois, j'ai été frappé de voir qu'au moins la moitié des messages provenaient de l'autre côté de la Méditerranée. En examinant un petit peu plus les sujets de ces messages, je me suis vite rendu compte que le sujet principal était surtout les études et le parcours en général dans la cyber. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le milieu lorsqu'on traverse la Méditerranée pour que cela devienne le sujet principal ? La réponse, comme on peut s'en douter, ne peut pas être résumée en une seule phrase. Parfois bien loin des yeux de la capitale, c'est pourtant là que se forment les nouvelles générations. Et même si parfois vous trouvez qu'elles ont du mal, n'oubliez pas qu'au fond, nous sommes tous animés par la même passion. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber Talk. Alors, troisième sujet, on va parler un petit peu de la cyber de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à la France tout simplement. Donc, j'ai cru comprendre que tu as vécu pas mal d'aventures tes 28 premières années, que tu as fait beaucoup de pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu où tu as vécu et en gros ce qui s'est passé dans les grandes lignes dans ta vie ? Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis d'origine libanaise. Mes parents sont implantés en Guinée, Guinée-Conakry, depuis des années. Donc, j'ai grandi en Guinée. Et en 2016, fin 2016, je suis venu au Maroc pour finir mes études. Pour avoir ma licence, disons, parce qu'on finit jamais ses études. J'ai eu ma licence, j'ai eu mon master et finalement je me suis implanté là pour travailler. J'ai eu un travail, je me suis installé. Jusqu'aujourd'hui, je suis là pour le moment. C'est prévu que je quitte cette année. On verra ce que le futur nous réserve. Et du coup, avant de faire de la cybersécu, de l'infosec, qu'est-ce que tu faisais ? Comme je vous ai dit, moi j'avais fait une licence en génie informatique en Guinée. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, donc j'ai dû quitter l'université. En fait, moi, j'ai littéralement fui la Guinée. Je vais pas vous mentir, j'ai fui ce pays parce que c'est d'autres réalités en fait. C'était la dernière fois de ma vie où la première et dernière fois de ma vie où j'étais vraiment en période de dépression. C'était quand j'y étais. Je me sentais pas dans mon environnement. Je sentais que je perdais le contrôle de mon destin et je me disais merde, avec toute l'ambition que j'ai et toute la volonté que je veux faire, que j'ai de faire bien les choses, là où je suis, je peux pas évoluer. Je pouvais pas vraiment évoluer. Donc, je suis venu au Maroc. J'avais été renvoyé, comme je vous ai dit, de l'université là-bas. J'avais eu un travail à l'époque là-bas. Quand j'ai quitté la fac, la Guinée ouvrait son premier centre commercial. Et il y a un mec qui m'avait proposé de travailler dans une imprimerie. Ouais, mon destin est assez particulier. Dans une imprimerie, j'avais accepté. C'était vraiment très très loin de chez moi. Il m'avait dit dans quelques mois ça ouvre. Et moi je l'ai attendu. J'ai attendu les quelques mois. Ben, ça n'ouvrait pas. Moi j'étais là et parfois il m'appelait pour que j'aille comme un mec de chantier, quoi, tu vois, pour aller superviser ce qui se passe, etc. et tout. Ça faisait des mois, ça passait. Un jour, j'ai pas décroché son appel. Un jour, j'ai pas décroché son appel. Je l'avais rappelé 2 jours après. Il me dit, écoute, quand t'as pas décroché mon appel, finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre à ta place. J'avais attendu des mois. À l'époque, en plus, j'étais avec une fille. On était pratiquement fiancés. On a passé 5 ans ensemble. On a fait l'université ensemble. On avait prévu de se marier juste après l'université. Et ça s'est pas bien passé vers la fin. Et ajouté à cela, le fait que j'ai quitté l'université, j'étais en dépression totale. Et là, t'as un mec qui a eu pitié de moi, un oncle, bon, je l'appelle oncle par respect, mais c'est pas réellement mon oncle, qui m'a dit, écoute, je vois que t'es vraiment ambitieux, trouve une université, va continuer tes études. Et c'est comme ça que j'avais trouvé une université aussi, enfin une école privée au Maroc, et je suis venu pour étudier. Quand je suis arrivé, j'avais pas de carte de séjour. Donc je pouvais pas travailler directement, que ce soit dans la cyber ou bien dans le domaine de l'informatique. J'avais prévu de travailler dans des centres d'appel. Je suis allé pour une interview. Et une interview Bref, j'étais allé pour passer l'entretien. Et dans le taxi, en fait, j'étais tombé sur une fille qui m'a dit, tu vas où en fait? Je lui ai expliqué, j'ai dit, je vais passer l'entretien et tout. Elle m'a dit, écoute, je sais où tu vas aller,
franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je travaille dans l'événementiel. Si ça t'intéresse, tu pourrais travailler parfois dans l'événementiel. Je suis allé passer l'entretien, j'ai été recalé parce que j'avais pas de carte de séjour, parce que effectivement aussi, il y a des gens qui ont cette logique de penser parce que tu es formé dans un domaine, tu vas travailler dans un domaine. Il y a des réalités auxquelles vous n'êtes pas confronté quand vous êtes en dehors de votre pays. Tu peux pas te permettre d'aller postuler pour un travail si tu n'as pas une carte de séjour. Et encore, ça dépend du type de carte de séjour. Ça dépend de ta nationalité aussi, parce qu'il y a aussi des accords entre les pays et ça dépend où tu es. Donc j'avais été recalé et cette fille, je l'ai appelée finalement, je ne savais même pas c'était quoi l'événementiel. Je lui ai dit écoute, si tu veux, je veux bien faire de l'événementiel. Et elle m'avait mis sur un événement et de fil en aiguille, j'en ai fait pas mal. J'avais même fait aussi du mannequinat à travers les connaissances à mes débuts, en attendant d'avoir une carte de séjour. Une fois que j'ai eu la carte de séjour, alors que je cherchais un stage pour pouvoir valider ma dernière année en licence, j'ai été au supermarché, j'avais rencontré un ancien ami et je lui ai dit écoute, je cherche un stage. Il a dit bah écoute, alors tu cherches un stage, nous on cherche du personnel pour le service desk, pour les laboratoires GSK. J'avais jamais fait de service desk, je savais même pas ce que c'était. Je lui ai dit ok, je vais passer l'entretien. J'ai passé l'entretien, ça s'est bien passé, j'ai eu un très bon score, j'ai été pris. Et j'ai fait du support technique pendant 2 ans pour les laboratoires GSK. C'est assez particulier, c'est assez stressant, je vous avoue. C'était vraiment super technique, super stressant, mais ça a été la meilleure formation de ma vie. Après ça, je suis passé dans une autre entreprise. J'avais un de mes managers qui était passé dans une autre entreprise. Je pense que la caméra, elle va s'éteindre, je vais changer la batterie. Et ouais, bref, pour revenir, donc j'ai rejoint l'entreprise en tant que IT analyst et incident management. Ensuite, je suis passé security analyst et depuis quelques mois, je suis passé pentester. Et du coup, niveau formation, est-ce que tu as pu continuer à te former ou c'est juste ou c'est professionnellement en fait par le travail que tu te formes? Sur quel métier exactement? Tous les domaines en fait, tous les derniers domaines que tu as pu, que ce soit en risk management ou maintenant que tu es dans le pentest en fait. J'ai envie de dire, le pentest, c'est là où je me suis le mieux formé avant de prendre l'emploi. Tous les autres, j'ai appris dans le feu de l'action. Là, c'est uniquement le pentest, parce que là, je suis pentester dans une multinationale. Donc, le pentest qu'on fait, c'est dans une grande architecture. C'est pas comme du pentest que vous allez faire chez des clients. Là, les méthodes sont déjà rodées, il y a déjà un process à suivre, etc. Techniquement parlant, c'est pas bien compliqué. C'est juste procéduralement parlant que c'est compliqué. Mais pour le reste, service desk, par exemple, j'avais jamais fait. On m'a mis dans le feu de l'action, on m'a dit, tiens, prends les appels et voilà, tu gères. Pour des laboratoires GSK, les laboratoires GSK, quand on t'appelle pour un incident, c'est tu dois résoudre ça maintenant. Si tu n'arrives pas à résoudre quand tu fais une remontée au L2, au level 2, tu dois suivre la remontée. Alors, nous, on avait des appels simultanément. Parfois, j'avais le contrôle de 3 machines simultanément sur TeamViewer. Je essayais de résoudre des problèmes sur 3 machines. Et il y avait pire, on avait des problèmes, des lenteurs de réseau aux heures de pic. Donc le stress, franchement, l'expérience service desk avec GSK a été la meilleure expérience que j'ai jamais eue. C'est vraiment là où je me suis donné à fond. C'est là où... C'est quelque chose qui revient, ça, j'ai remarqué, tout ce qui est TCM, etc., enfin d'autres youtubeurs américains ou quoi, qui quasiment tous conseillent de faire un passage par un helpdesk à un moment pour voir ce que c'est le support, etc., quoi. Ça dépend du helpdesk aussi, parce que tu as des helpdesks où si c'est pas très technique, où tu vas te retrouver à faire juste des réinitialisations de mots de passe, c'est pas intéressant. Ah, oui. Par contre, si c'est un où pour chaque appel, tu as un type d'incident différent. Moi, je me rappelle, côté GSK, on avait ce qu'on appelle la knowledge base, donc une base de connaissances. Quand tu avais un problème, tu cherchais avec les messages d'erreur, mais la plupart des incidents qu'on recevait n'étaient pas dessus. Donc, tu étais obligé d'aller lire la documentation Microsoft, la documentation de Dell pour comprendre l'incident
essayer de le résoudre en même temps, c'était pas facile du tout. C'était vraiment pas facile et je commençais ma journée à 6h du mat. Donc 6h du mat, déjà on m'appelait. C'était pas évident. Non, c'est sûr, c'est pas évident. Alors, maintenant, pour parler un petit peu plus de la cyber dans son ensemble et pas uniquement de ton parcours, souvent, alors ça dépend les milieux où on est, mais je vois de temps en temps quand même la dérive où les gens voient la cyber au travers des yeux de Paris, en gros, tu vois. T'as un espèce de microcosme sur Paris avec énormément de grandes entreprises là-bas, de sièges d'entreprises, etc., de conventions, de plein de choses. Et j'ai quand même l'impression de temps en temps qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à Paris qui discutent avec des gens qui sont à Paris. Donc là, ce qui m'intéresse en fait dans la suite des questions, c'est de voir un peu ce qui se fait en dehors de la France, mais surtout aussi en dehors de Paris, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voir un peu, toi, avec l'expérience que tu as eue, que ce soit Guinée, etc., qu'est-ce qui change réellement par rapport à ce milieu qui est parfois un petit peu fermé, j'ai l'impression. Est-ce que, alors là tu es au Maroc maintenant, est-ce que tu vois une réelle différence côté cyber entre ce qui peut se faire en France ou en plus à Paris et ce que tu vois toi au Maroc actuellement? Donc ouais, tu me disais le Maroc est assez développé. Oui, comparé aux autres pays subsahariens, il est assez développé. Comme je vous disais en Guinée, je vais prendre l'exemple parce que je n'ai pas fait tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Seules les entreprises vraiment qui sont obligées, c'est-à-dire les grandes entreprises, les banques, etc., s'intéressent à la cybersécurité parce qu'ils sont obligés. Mais les autres boîtes, ils s'en foutent. Il ne faut pas oublier qu'avant de parler de sécurité, il faudrait avoir un système d'information fonctionnel. C'est une fois que tu as atteint une certaine maturité que tu t'intéresses à la sécurité. Mais si tu n'as même pas un niveau, si tu as des problèmes d'électricité dans ta boîte, qu'est-ce que tu vas aller t'intéresser à la cybersécurité de la boîte? Les gens, ils s'en foutent là-bas. Eux, ils veulent un système fonctionnel, un truc qui pourra automatiser le maximum les tâches qu'ils font, qui pourra leur apporter un maximum. Et dans ces pays, non, il n'y a pas... ça commence ils commencent à avoir des prises de conscience. Il y a d'ailleurs une association, peut-être que vous avez vu passer sur LinkedIn, un organisme qui a été fait par des étudiants en Guinée, qui s'occupent aujourd'hui de vulgariser la cyber, d'organiser des CTF, etc., etc. Et je les encourage. Je ferai certainement un passage chez eux, etc. Mais c'est totalement... C'est incomparable à ce que tu peux retrouver aujourd'hui à Paris. C'est incomparable. Comment il s'appelle la sauce là? Et voilà, c'est Guinean Cyber Security Task Force. Ok, super. Donc ouais, il commence à y avoir des initiatives, mais ouais, c'est encore une... Il commence à y avoir des initiatives, mais c'est très compliqué. Regarde, je vous assure, c'est pas les réalités que vous vivez. C'est vraiment pas ça. Parce que déjà, moi, quand je vais en Guinée, je me sens pas bien. Rien que la connexion Internet, c'est compliqué. Rien que la connexion Internet. Ça coûte excessivement cher pour... une bande passante horrible. Je sais que l'illimité, je te donne des prix comme ça approximativement. Par exemple, si tu veux avoir 12 mégas, et encore, ils vont pas te donner 12 mégas de bande passante illimitée. Illimité, ça veut dire que tu seras pas limité en termes de données, parce que pour eux, là-bas, c'est waouh. Tu vas payer facilement 130, 140 euros par mois. Hein. Ah ouais. Pour un pays, pour un pays pauvre, les salaires sont pas hauts là-bas. Donc déjà, les ressources qui peuvent permettre d'améliorer ce domaine n'y sont pas. Et le gouvernement ne s'y intéresse pas. Et l'informatique en lui-même n'est pas développée. Pourquoi? Parce que qui dit système informatisé, dit système traqué. Et dit baisse de corruption. Et dans ces pays, c'est pas acceptable. Ouais, t'as aussi cette dimension-là qui peut être gênante. Bah oui, ils vont pas l'accepter. Okay. Donc. Et tout ce qui est, alors ça étend un peu tout ça, mais tout ce qui est niveau formation, école, etc., il y a quand même des choses qui se font là-bas, ou est-ce que, en gros, il faut faire ce que tu as fait, c'est-à-dire partir vers un pays un poil plus développé comme le Maroc? Je pourrais vous dire qu'il y a des centres qui proposent des formations. Sur le papier, c'est vrai. Il y a peut-être des centres où tu pourras aller. Mais
clairement que c'est pas là-bas que tu vas apprendre. Et clairement qu'à la sortie même de ces écoles, t'auras pas d'emploi. Tu sais, moi, pour avoir vécu en Guinée, je comprends aujourd'hui toutes ces personnes qui fuient l'Afrique pour les pays d'Europe. Quand tu y es, tu peux vraiment comprendre. C'est pas pour rien que des gens sont prêts à se tuer, passer illégalement dans un pays. C'est qu'il y a un véritable désespoir. Déjà, il y a un truc qui m'a vraiment frustré quand j'étais en Guinée et choqué, c'est que l'étudiant guinéen n'a aucun droit. Moi, je t'ai dit, j'ai été renvoyé de l'établissement, c'est pas pour rien. C'est parce que je disais quand les choses n'allaient pas bien. L'étudiant n'a aucun droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent te renvoyer, ils peuvent te mettre de mauvaises notes, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent sur toi. Tu n'auras aucun droit. Donc malheureusement, si tu veux bien te former, aujourd'hui, même, j'ai envie de te dire, il y a sur Internet, mais même Internet, si tu n'as pas la connexion Internet, tu fais comment? Et encore, pour avoir la connexion Internet, il faudrait que tu aies de l'électricité. Si en plein centre-ville, l'électricité s'interrompt, comment tu vas faire? T'as pas d'électricité. Donc la solution qui reste aux autres, c'est de fuir. C'est d'aller dans les autres pays, se former comme ce que j'ai eu à faire. Et du coup, maintenant que tu connais un peu plus la situation au Maroc, est-ce qu'il y a des écoles, entre guillemets, connues, reconnues? Est-ce qu'il y a des formations où tu pourrais diriger les gens en leur disant, enfin, je sais pas moi, un jeune Marocain, il veut bosser dans la cybersécu, et toi, tu peux lui dire, écoute, va dans cette école ou suis cette formation. Peut-être qu'à la sortie, tu as du taf, quoi. Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Au Maroc, il y en a. Après, je pourrais pas te citer le nom des écoles dans le sens où j'ai pas pu comparer pour le moment. Et bien que je sois basé au Maroc, quand même, les entreprises ou les écoles avec lesquelles j'échange sont en France. Je pense que sur ce côté-là, Hamza sera mieux placé que moi pour pouvoir y répondre. Après, tout compte fait, école ou pas, pour moi, la cybersec, le meilleur moyen de se former, c'est sur Internet, c'est l'autodidacte. Moi, c'est comme ça que je me suis formé et c'est ce que je recommande. Et est-ce que tu penses que du coup, alors peut-être pas en Guinée, je sais pas, mais tu vas pouvoir répondre, mais au Maroc, est-ce que par exemple c'est des boulots dans la jeunesse? Est-ce que tu vois que c'est des boulots qu'on le vend en poupe, que ça, enfin, est-ce que les gens ont envie de bosser dans la cybersécu? Est-ce que c'est la mode entre guillemets? Ici, oui. Franchement, ici, oui. Par rapport aux autres pays, oui. Après, la sécu aussi, il y a ce côté, tu vois, il y a ce côté hacker que tout le monde, qui intéresse forcément les novices. Tu commences comme ça, tu vois. Tu te dis, je vais m'intéresser à la sécurité pour ça, pour apprendre. Et oui. Clairement que ici, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, je suis invité et je partagerai l'événement certainement sur mes réseaux, mais je suis invité le mois prochain pour un événement qui est prévu à Marrakech autour de la cyber. D'accord. Du coup, ça embauche en fait. Il y a quand même des grosses entreprises. Ça embauche. Oui. Et ça bosse principalement à l'étranger ou ça bosse localement? À ta connaissance, les deux. Après, aussi, le Maroc commence à être l'un des pays qui commence à se populariser le offshoring, donc l'outsourcing, pardon. Tu as de plus en plus de boîtes étrangères qui s'installent aujourd'hui au Maroc parce que le coût il est beaucoup plus bas, faut pas se le mentir. Aussi, tu as de très bons profils, hein. Les Marocains en termes techniques, il n'y a rien à dire. C'est des mecs qui sont super calés. Et je dirais les deux. Après, je dirais qu'il y a plus de là où je suis, parce que moi, là où je travaille, il n'y a que des multinationales. Il y a plus de boîtes étrangères. Je travaille d'ailleurs pour une multinationale, je ne travaille pas pour une boîte marocaine. Et du coup, c'était une question qu'on avait avec Lotus. Enfin, c'était Lotus qui l'avait amené d'ailleurs. C'était que par rapport au pouvoir d'achat qui est quand même très inférieur à ce qu'on peut connaître en France. Du coup, est-ce que c'est pas bloquant? Enfin, j'imagine que oui, mais niveau apprentissage, certification, comment ça se passe en fait pour se former? Tu dis Internet, full Internet, il n'y a pas d'autre choix? Parce qu'un OSCP, c'est combien aujourd'hui? 1500. Ouais, quel 1500? Je l'ai payé à 1600. Qu'est-ce que tu me parles? Ouais, oui, peut-être 1600, ouais. Ça dépend du taux du dollar en fait. Alors,
T'as des centres de formation ici, t'as des écoles, t'as de tout. T'as de tout, franchement. Après, je sais pas comment ils s'organisent pour. Je t'avouerai, bon, l'OSCP et autres, ça reste les mêmes prix. Mais je sais que ceux qui passaient les CCNA, etc., ici, ça coûtait vachement moins cher qu'en Europe. Je sais pas comment ils s'organisaient. Mais ouais, les centres Pearson VUE ici, tu peux avoir de très bonnes formations à de très bons prix. Donc, la vie est moins chère aussi. Et donc, forcément. Ouais, parce les que salaires ne sont pas. ça c'est enfin. Je trouve que c'est quand même une sacrée question parce que une OSCP à 1500-1600 dollars du coup, pareil la CEH à 2000 balles si t'as aucune promo, enfin c'est des coûts déjà en France tu le payes pas tout seul ou alors t'es très motivé et après t'as mal pendant longtemps, mais ouais si t'as 50% de pouvoir d'achat en moins c'est dingue quoi, ça veut dire qu'il faut que t'économises je sais pas moi pendant un an. Juste pour te payer une certif. Ou que ta boîte la paye, tout simplement. C'est ce que font la majorité des gens. Les boîtes ici, tout ce qui touche à la sécu, par exemple Data Protect, encore une fois, je reviens, je sais que les certifs, ils s'en occupent pour leurs employés, pour leurs collaborateurs, parce qu'après, c'est aussi l'image de la boîte, quoi. C'est quand tu as des personnes certifiées au SCP, tu pourras le vendre aux clients, tu pourras facturer forcément plus cher, donc forcément tu as un retour. Après, si tu veux en individuel, comme je te dis, ça dépend des certifications. Parce que même la CEH, je connais des mecs au Maroc qui ont passé la CEH à 500 € et qui l'ont eu du premier coup, tu vois. Donc ça, je sais pas comment ils s'organisent les gars, mais t'as des trucs, t'as des réseaux. Il y a du bricolage. Je tombais du camion. Non, t'as des réseaux. Et en plus, le gars, j'avais vu passer, il te dit 98% de chances que tu l'aies. Tu passes direct. Je sais pas comment ils font. J'avais une question niveau communauté. Alors, tu nous en as un petit peu parlé déjà avec la sauce guinéenne, mais est-ce qu'il y a des initiatives, alors à l'échelle, je sais pas, nationale ou même supranationale au niveau du continent ou quoi, qui se font? Est-ce que tu les connais? Moi, j'avais entendu parler, par exemple, de Hackers sans frontières avec l'interview d'Hamza. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se font comme ça côté continent africain? Il y en a, mais je vais pas te mentir, je connais pas. Okay. Parce que moi, je suis encore une fois, bon, c'est peut-être mon petit défaut, mais quand je suis concentré sur un truc, j'essaie pas trop de me renseigner à droite à gauche sur ce qui se propose dans le domaine. Quand on m'invite, forcément, oui. Je m'intéresse, mais si on m'invite pas, non, forcément. Ok. Et alors là, bon, j'avoue, je pourrais chercher aussi sur internet, j'aurai la réponse, mais est-ce qu'il y a une autorité un peu comme l'ANSSI en France? Il y a quelque chose comme ça qui existe ou pas? Oui, il y a quelque chose comme ça qui existe. J'ai oublié le terme. Ça, c'est Hamza Hamza va me tuer, j'ai oublié le terme. Au Maroc, tu l'as. Au Maroc, ok. Ouais, au Maroc, t'as tout. T'as tous ces types d'organismes, ils existent. DGSI, c'est ça? DGS2I, ouais. Ok. Il nous écrit dans le chat. Ouais, okay. voilà. Bah voilà. Ok. Non, pire. DGSSI, yeah. DGSSI, ok, super. C'est un accord, hein, c'est un partenariat avec l'ANSSI, je crois. Ouais, je pense aussi. Ok. Intéressant, ouais, mais du coup, c'est vrai que ça prouve aussi entre guillemets la maturité. Ouais, non, mais le Maroc, ils sont très loin. Tu sais, quand j'ai besoin de conseils pour ces tâches-là, Hamza Konda direct. C'est à lui que je demande. Non, je vais pas te mentir, parce que c'est lui qui est l'expérimenté dans ce domaine. Parce que moi, certes, ça fait 6 ans que je suis là, mais ça fait pas 6 ans que je suis dans la cyber. Ici, d'ailleurs, parfois, les gens oublient que je suis au Maroc. Genre, je suis plus actif sur les événements en France qu'en Afrique. C'était une question qu'on avait justement, d'ailleurs, ta communauté, est-ce que tu sais que c'est une communauté francophone dans l'énorme majorité, j'imagine, mais est-ce que tu sais si tu as une communauté qui est plutôt française, marocaine, multinationale, enfin, t'as une idée de ça ou pas? 60% française. 60% de la communauté est en France. Le reste, je pense, un petit 15%, 16% en Belgique, ensuite le Maroc. Ensuite, on descend petit à petit.
D'accord, Et ok. c'est pour cela, beaucoup de personnes pensent que je suis en France. Je suis pas en France. J'ai jamais foutu le pied en France, pour vous dire la vérité. J'ai été invité à pas mal d'événements, mais pour le moment, j'ai pas pu y aller parce que j'ai des soucis administratifs qui m'empêchent de me déplacer pour le moment. D'accord. Ok, bon. Tant que t'es pas recherché par Interpol. Peut-être. Peut-être, ah Pas C'est ce nom-là, en tout cas. Mais- terrible. Ok. Euh, Pardon. Est-ce que... Alors, ça je sais pas trop comment poser cette question, c'est un peu une question étrange. Est-ce qu'il y a une différence que tu remarques entre la partie de ta communauté qui est française, qui vit en France, et l'autre partie qui est plus francophone et qui vit un peu ailleurs, en Afrique et autres? Est-ce que tu as une différence, je sais pas, d'engagement, de réaction, de contenu préféré, tu vois, ce genre de choses, ou pas du tout? Au final, quelqu'un qui aime la cyber, c'est quelqu'un qui aime la cyber, et puis basta. Je sais pas comment te répondre, parce que effectivement, oui, il y a une différence d'attitude, de mentalité, je dirais, mais je sais pas comment répondre en étant politiquement correct. Ouais, parce que, en fait, mais c'est un problème de mentalité, tu vois. Le problème, c'est que, surtout quand ça vient du côté de mes confrères subsahariens, quand ils me contactent, généralement, ils n'ont pas l'art et la méthode que j'aimerais qu'ils aient, tu vois. Et c'est genre, le mec a un message d'erreur, il va venir te contacter comme si... En fait, il y a cette mentalité de je te suis, donc tu es obligé de répondre à ce que je te demanderais de faire, tu vois. C'est du moment que je suis abonné à ta chaîne, c'est littéralement ça, tu es obligé de me répondre. Ouais, je vois un peu le genre Tu vois. d'attitude. Ok. Alors que côté francophone, bon, le côté francophone aussi, tu as un autre problème, c'est... Bon, je généralise pas encore une fois, Bien sûr. mais c'est généralement la mauvaise intention de certains qui me déplaît. Le fait de ne pas vouloir les gens évoluer. Encore une fois, je dis, c'est pas une généralité. Je vous dis ce qui me dérange concrètement. Cette façon de toujours vouloir qu'une personne fasse des choses sans pour autant gagner sa vie. Parce que ça reste quand même assez tabou, l'argent. Dès que ça parle de sponsoring et tout, je sais que côté subsaharien, par exemple, mais pas du tout, ils sont fiers même. Tu vois, quand je suis sponsorisé par NordVPN, mes amis, ils sont fiers. Ah ouais, mec, t'as été sponsorisé par... C'est une fierté. De l'autre côté, ah ouais, t'es sponsorisé par NordVPN, t'es un vendu, en fait. Tu vois un petit peu. Donc, des deux côtés, en Ouais. fait, t'as un petit de mentalité différente. Mais si on revient à la cyber, disons que la volonté est la même. La volonté est la même, mais il y a un qui est plus avantagé que l'autre. Je vais pas te mentir. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Moi, si j'étais resté en Guinée, je pense pas que j'aurais fait de la cyber. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui les gens se plaindre quand ils sont en Europe, je dis les gars, vous savez pas ce que d'autres vivent. Rien que le fait de naître en France aujourd'hui, de naître français, tu as énormément d'opportunités que les autres dans le reste du monde n'ont pas. Ne serait-ce que point de vue, santé, éducation et qu'est-ce que je vais dire, accessibilité à l'information. Les autres, ils se battent pour avoir ça. Donc, une fois de plus, les gars qui sont de l'autre côté aussi du continent, prenez conscience de la chance que vous avez. Je vous ai dit, quand je venais d'arriver au Maroc, je ne pouvais pas choisir le pays, le métier que je voulais. Parfois, j'ai reçu des personnes qui travaillent dans le domaine de la cyber en France qui me critiquaient. Mais j'étais là, mais mec, toi, l'État t'a formé. L'État t'a donné un travail. Est-ce que tu as idée de comment j'ai charbonné pour arriver au niveau que je suis? Pour être là où je suis. Toi, l'État a tout fait pour toi. Et tu viens cracher sur moi? Ça n'a aucun sens, tu vois. T'as des gens, ils viennent te parler comme si on est égaux. On n'est pas égaux. On n'est pas tous égaux. Ça, c'est un mythe. On n'est pas tous égaux. Il faudrait que les gens prennent conscience et qu'on fasse avec.
Un grand homme aujourd'hui qui m'a dit t'es né du bon côté de la pauvreté. Ah oui, c'est vrai. Ah. C'est une belle phrase. Je l'ai lu aussi, ouais. C'est Non, une c'est une citation, vraie. mais c'est une très belle phrase. Ah, c'est une Toi- réalité. Toi, t'as de la chance, hein, il te dit ça, moi il me dit d'aller passer l'OSEP, hein, c'est pas... Deux salles, deux ambiances, hein. Pas la même. Ouais. Déjà, j'ai dit que t'es un grand homme, il devrait me laisser tranquille là pendant quelques jours. Très bien. Ok, eh bien écoute, à moins qu'il y ait une ultime question de ton côté, nous Bosorus, on peut aller vers la conclusion. Non, j'ai trouvé que tes derniers mots là étaient vraiment c'est hyper motivant en fait. Je pense que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce que tu viens de dire et qu'il faut savoir faire la part des choses en fait et se rendre compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus faim que quand tu es dans ton petit confort et dans ton sofa avec un ordinateur portable. Il y a des gens de l'autre côté, ils ont la dalle en fait. Bah Et oui. faut respecter ce côté-là quoi. Tout à fait. Très bien. Eh bien écoutez, on va se diriger vers la conclusion. Alors, Wacket, tu connais la sentence de la conclusion. Que j'ai pas préparé. Voilà. On l'avait dit. Voilà. Alors, Là, c'est Pour la- pas grave. pour la petite histoire, il a choisi de ne pas se préparer comme Hamza. Donc il va galérer comme Hamza. C'est parti. Alors, pour cette conclusion, on va passer d'abord sur ta pire expérience et ta meilleure expérience. On va commencer par la pire, bien sûr, parce que c'est en général la plus croustillante. Est-ce que tu peux nous raconter le pire truc que tu as vécu alors, dans ta vie de youtubeur ou de professionnel de la cyber? YouTubeur, bon, forcément, la suppression de la chaîne. Il n'y a pas pire que ça, je pense. Ça, on est revenu dessus. Ça, c'était vraiment horrible. Voir que tous tes efforts depuis des années sont supprimés comme ça. Et vous savez, le pire dans ces moments-là, moi, la chaîne a été supprimée à 2h du matin. J'avais préparé une deuxième chaîne. J'avais commencé à poster sur cette deuxième chaîne parce que pour moi, il était hors de question d'arrêter. Et vous savez ce qui se passe? Pendant que ma chaîne est supprimée, je reçois des emails des personnes qui ont signalé ma chaîne, qui se moquent de moi. Et tu vois l'email, tu vois que la volonté de la personne n'est pas de faire mal, mais de pousser au suicide carrément. C'est vraiment un jeu où il essaie de te manipuler psychologiquement en te disant c'est bien fait pour toi, c'est bien fait ce qui t'arrive, tu l'as mérité et on est bien content de ne plus te revoir. Et quand j'ai créé une deuxième chaîne, il me réécrit pour me sortir une règle de YouTube soi-disant que j'ai pas le droit de créer une deuxième chaîne et que si je suis bien gentil, il ne la signalerait pas. Imagine des personnes... Déjà, là, tu viens de tout perdre et en plus, tu reçois ce genre de message. Je te dis heureusement que j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, heureusement que j'ai le vécu que j'ai vécu, qui fait en sorte que pour moi, m'atteindre, c'est très difficile. Donc, je me suis battu, on s'est battu avec Christophe Caseligno et on a récupéré la chaîne. Ça, c'était côté YouTube. Côté cyber, j'ai envie de dire, bon, c'est une anecdote toute récente. Ça, c'est quand j'ai repris le poste de pentester. C'est rien de grave, mais c'est super drôle. Et sur le moment, j'avais juste envie de changer de pays. Et en fait, là, je passe pentester. On me demande de proposer une méthodologie de pentest pour l'environnement Active Directory. Donc, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je ne suis pas un expert, mais c'est là où je me sens le plus à l'aise. Merci Offshore. Donc, mais la méthodologie, forcément, là, pour une multinationale, ce sera différent. Ce n'est pas ce qu'on fait en lab et ce n'est pas ce qu'on va faire chez des clients, des petites boîtes. Donc, je prépare toute une méthodologie. Je prépare pas mal d'outils. Et dans mes outils, pour la partie VUNScan, je me dis, on a Nessus au boulot. Pourquoi pas aussi l'utiliser, en profiter? Parce que je savais que Nessus avait un module qui permettait de remonter 20 vulnérabilités sur l'AD, notamment le Kerberos-Sting, la SREP roasting, les mots de passe dans les GPP, etc., etc. Et je me dis, tiens, je pourrais l'utiliser. Mais avant de l'utiliser, je vais faire des tests sur ma machine. Je fais les tests sur ma machine, je regarde si c'est agressif. Je regarde les requêtes qui passent, je vois qu'il y a du LDAP, rien de grave. Je dis OK. Sauf que normalement, dans notre environnement, avant de faire quoi que ce soit, tu dois envoyer des mails, tu dois notifier, tu dois faire... Avant de faire quoi que ce soit.
Et moi, il se trouvait que je testais l'environnement AD depuis des mois via PowerShell, vu que c'est des requêtes LDAP, ça passe crème. Je me suis dit, Nessus, ce sera des requêtes LDAP, ça va rien faire. Je lance un scan sur un domaine. Juste pour information, on a on a une dizaine de domaines, des centaines de machines, des centaines d'utilisateurs, voire des milliers d'utilisateurs. Chaque seconde, chaque minute, c'est des milliers d'euros qui passent. C'est vraiment une grande boîte. Je lance le scan et je me dis, mais tiens, ça prend plus de temps que d'habitude. Je vais quand même aller checker du côté AD si ça ralentit pas les requêtes. Donc, il y a t'as le petit outil utilisateur et ordinateur pour chercher. Je cherche mon nom d'utilisateur. Ce message sort, cet utilisateur n'est pas reconnu. Bam! Et là, tu vois, il y a une petite sueur froide qui commence à couler. Je dis non, c'est peut-être mon compte, je vais essayer avec un autre compte. Cet utilisateur n'est pas reconnu, n'est pas présent dans le truc. Et là, pendant une seconde, en fait, t'as plein de choses qui se passent dans ta tête. C'est vraiment la dernière fois que j'ai eu vraiment peur dans ma vie. Mais tu sais, c'est pas la peur, c'est une peur que j'avais jamais eue de ma vie. Ouais, t'as vu ta vie défiler, non? Ben oui, non, mais en fait, le problème, c'est même pas de te faire envoyer dans ce genre de poste. C'est tout. Certainement, ce serait passé dans les journaux. Ce truc-là, c'est une multinationale. Donc, là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a mon cœur qui bat fort. Je sentais mon cœur tellement battre fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma cage thoracique. Donc, je me dis deux solutions. Soit je supprime mes traces. Je fais comme... Non, mais ça te passe. Tu as beau être le mec le plus éthique au monde, ça te passe par la tête. Mais une fraction de seconde. Direct, le truand. Ouais, là, tu te dis non, je vais respirer. Je vais relancer l'outil pour rechercher les ordinateurs et les utilisateurs. Ça marche toujours pas. Et là, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, j'avais reçu un email qui me disait que mon compte admin, le mot de passe allait expirer. Je réinitialise le mot de passe de mon compte admin, je relance l'outil et là, tout fonctionne parfaitement. En fait, il s'était absolument rien passé, c'était juste mon compte admin qui avait expiré. Mais pour vous dire que la gestion du stress dans ce genre d'infrastructure et qu'un simple scan, aussi facile techniquement que ça peut être, n'est pas aussi facile à faire dans un tel environnement. Donc ça, c'était une petite anecdote, c'était la peur de ma vie récente. Et c'était assez drôle. Excellent. J'avoue qu'après, je me suis senti plus léger. Tu m'étonnes. Tu pourrais juste nous parler d'une fois où tu te serais attaqué toi-même. Ça, c'était... Ah, l'enfoiré. Ça, on passait, je pense que c'était la Dante. On passait la Dante. Non, je pense que c'était la VHL. C'était pas la Dante, c'était la VHL. Proc et moi, on passait la VHL. Et j'étais sur une machine. Et c'était pour le proxy chain, je pense. Quand je faisais du proxy chain... Oui, c'était ça. C'était ça. Pour la partie tunneling. Je le faisais avec du SSH. OK? Donc, tu donnes ton interface, le 27.0.0.1, tatati, tatata, avec tous les arguments quand tu veux recevoir tous les flux. OK? Sauf que moi, je l'ai fait, je suis passé par le proxy chain, je sais pas quelle commande j'ai tapé, etc. Mais je vois direct, j'ai la prise de contrôle de la machine en tant que route. Et là, j'étais super content. J'ai dit à Proc, mais c'est super simple, en fait, ton truc là. Et je vois, en fait, que, bizarrement, cette machine a les mêmes fichiers que ma machine. Je retrouve des mêmes dossiers. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque je voulais faire le tuning, j'avais pas tapé 127, j'avais tapé 172. Et automatiquement... ça m'avait routé sur mon local host à moi. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, donc je m'étais auto-attaqué. Et jusqu'à présent, Proc, il me fait ressortir cette histoire à la con, il se moque de moi. Ça arrive, même au meilleur, les gars. Pas mal du tout. Genre, là, t'es pas parti trop loin en te disant c'est une machine, en fait, il y a un honeypot qui réplique ta propre machine dès que tu te connectes. Sur le coup, si. Ah, t'aurais pu partir très loin, ouais. Non, sur le coup, si.
j'ai commencé à faire les recherches et tout. C'est là où j'ai dit à Proc, mais Proc, c'est bizarre cette machine et tout. Et tu pourrais m'aider. Et là, il se moque de moi. Il me dit, mais en fait, t'es sur ta machine, mec. Je dis, comment ça? J'ai dit, mais je suis passé par ProxyChain. Et là, on voit que bah, c'était 172, pas 127. Très bien. Bon, mais écoute, ça sera gardé secret. Hein. Bien sûr, personne ne verra cette vidéo. Forcément, on va pas le voir sur ta chaîne. Non, t'inquiète. Ok, bon, allez, c'est parti. Maintenant, même question, mais avec tes meilleures expériences que tu as pu vivre, cyber, YouTube, ce que tu veux. Alors, il n'y a pas vraiment une expérience qui m'a touché particulièrement pour le moment sur ma chaîne. J'ai beaucoup apprécié quand ici Emile Plante avait parlé de ma chaîne. Après, je dirais c'est surtout, j'avais dit la perte de ma chaîne, je dirais la reprise de ma chaîne, parce qu'elle s'est faite grâce à la mobilisation de la communauté et notamment grâce à Christophe Casaligno. Parce que moi, quand j'ai perdu ma chaîne, je me suis dit, c'est mort. J'avais même pas de compte Twitter en plus. Christophe m'a dit, écoute, tu vas récupérer ta chaîne et je ferai en sorte que tu la récupères. Moi, au début, je me suis dit, ah ouais, c'est bien gentil tout ça, mais voilà quoi. J'ai jamais vu un mec qui a perdu sa chaîne sur YouTube qui l'a récupérée. Pourquoi moi, à 72 000? Et il s'est battu, il m'a dit, écoute, crée un compte Twitter, spam le support YouTube sur Twitter, la communauté s'est mobilisée. Proc m'a donné la permission, je suis passé sur sa chaîne, j'ai fait une vidéo, imagine, qu'il a posté sur sa chaîne, ça aussi encore, je le remercie. Tu as eu pas mal de personnes qui ont parlé de mon histoire, etc. Donc tout ça, ça m'a vraiment touché, tu vois, tu te dis, à part faire des vidéos, tu as vraiment derrière touché des personnes qui ont apprécié ta personne, pas que ton contenu, et qui sont là où j'étais plus youtubeur, je suis tombé de 72 000 à personne, et qui sont là quand même et qui te font confiance et qui sont prêts à te pousser vers le haut. Donc ça m'avait vraiment touché. Et récemment aussi, il y a un petit souvenir, j'avais fait une intervention pour Zone 01. J'étais ambassadeur l'an dernier chez Zone 01, c'est une école comme l'école 42 qui forme des développeurs. Et j'avais fait une présentation sur le pentest web. J'étais en live comme ça, tu vois. Une fois que c'est terminé, c'était avant d'avoir mes 100 000 abonnés, j'ai dit dans une semaine j'aurai les 100 000 abonnés. En fait, moi je le disais comme ça, en fait, c'était pour parler de la chaîne, pour dire venez. Et c'est un truc tout bête, tout con, mais qui m'a vraiment touché. Et quand j'ai dit j'aurai 100 000 abonnés, t'as toute la classe qui s'est mise à applaudir pour moi. Ce sont des personnes qui me connaissaient pas, tu vois. Et là, ça m'a vraiment touché, tu vois. T'as toute une salle, toute une pièce qui t'applaudit. Et tu réalises, en fait, pour moi, j'ai juste dit que j'aurais 100 000 abonnés. Et là, en fait, tu réalises que tu as vraiment travaillé et tu as eu un parcours respectable et respecté. Et ça, c'est ce qui m'a touché récemment. Ce sont les deux anecdotes, les deux histoires que j'aurais à raconter. Un projet qui devient réel, ouais, c'est... Yeah. Ouais, très bien. Question suivante, est-ce que tu aurais un invité particulier à nous recommander pour une future émission? Et alors, vu qu'on fait pas des émissions sur des personnes, mais plus sur des sujets, il nous faudrait éventuellement le sujet qui va avec. Voilà, tu connais fallait déjà préparer. la personne. Non, c'est pas fallait préparer. Vous connaissez déjà la personne que je vais recommander. Je pense. Évidemment, c'est Proc. C'est Proc que je vais recommander. Qui a apporté pas mal à la communauté et qui récemment s'est lancé dans le développement d'outils. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ce côté, le process qu'il a eu à suivre pour se lancer dans la création d'outils, comment ça a été accueilli par la communauté cybersec et comment il pourrait améliorer le process et quels conseils il aurait à donner aux personnes qui voudraient se lancer, parce que c'est un truc aussi pas évident. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait, je vous avoue, et je l'ai vu faire et je peux vous dire que c'est pas aussi évident que ça. Ok, très bien. Bah écoute, c'est noté. Bon, c'était déjà noté du coup. Je pense qu'on connaissait tous les deux ta réponse. Ouais, après un autre aussi,
je pourrais vous dire Christophe aussi Casaligno, je sais pas si vous le suivez aussi, mis à part le fait qu'il m'a accompagné dans pas mal d'aventures, ça reste quand même un profil très intéressant techniquement parlant, et c'est un mec qui a fait de la cyber à l'ancienne, quoi. Quand il te raconte ses histoires du hacking à l'époque, moi je pourrais l'écouter pendant des heures, je l'ai écouté pendant des heures aussi parfois. Donc je pense aussi il pourrait apporter, ça pourrait être intéressant aussi de l'écouter. Ok, bah, alors c'est vrai que moi je connais peu, je vais regarder une ou deux vidéos de lui sur sa chaîne YouTube. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus, que je vois s'il y a des... Ouais, qu'on regarde s'il y a des sujets. J'ai regardé pas mal de trucs il faisait pas mal de trucs en bash. Ouais, Et bah, j'ai vu beaucoup d'automatisation en bash très très sympa. Où il se fait, sans jeu de mots pourri d'ailleurs, il se fait bash pas mal parce que il adore utiliser bash et du coup, pourquoi tu utilises pas Python, gna gna. Voilà. Ouais, mais en dehors de ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un profil aussi dans la cyber. Il a sa boîte aussi et il a pas mal d'histoires encore une fois à raconter. Vous pourrez essayer de vous intéresser et voir. Je pense que ça pourrait être intéressant. Très bien. Bah écoute, parfait. Ouais. Troisième profil. Ouah, désolé. Déferlement, vas-y. Non, je trouve que ce serait intéressant de donner la parole aussi aux femmes dans ce domaine. Il y en a vraiment très peu. Il n'y en a pas. J'ai essayé d'en avoir. J'ai pas pu pour le moment en avoir. J'ai pas pu avoir une sur la chaîne. Mais je sais qu'il y a deux profils peut-être que vous connaissez. Ce serait intéressant de savoir si elles seraient intéressées d'échanger. Alors, j'ai les pseudos. Là, j'ai dit... Et t'as tout d'un coup les noms qui disparaissent de ma tête. Enfin, t'as une qui... Attends, je vais te la donner. Pour inviter des femmes, oui, qui Attends, Oui. je cherche. Non. Attends. Je te donnerai une assez rapidement. T'as Elodie, voilà, qui est pentester junior aujourd'hui, que vous connaissez. Elle est déjà passée sur la chaîne. Elle est déjà passée sur la chaîne? Ouais, un peu en furtif à la fin d'une vidéo, mais elle y est passée. Ben voilà, je pense qu'elle pourrait parler pour échanger. Et t'as une aussi qui était en reconversion. Elle va m'excuser. J'ai totalement oublié son nom, mais vous la connaissez certainement. Bref, je te partagerai ça en off. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant pour attirer un maximum de personnes pour montrer que c'est pas juste un domaine réservé aux hommes. Ouais, tout à fait. En fait, on a, pour être franc, on réfléchit aussi en fond à d'autres types de formats. Parce que le Cybertalk, c'est très intéressant quand on a quelqu'un avec énormément d'expérience, parce qu'on peut le cuisiner pendant 4 heures d'affilée. Après, c'est vrai que pour des profils qui ont peut-être un peu moins d'expertise, ou alors si on veut aborder des sujets un peu plus qui réunissent plusieurs personnes, là c'est plus difficile. Donc on est en train de réfléchir, voir comment on pourrait faire peut-être des petites tables rondes ou ce genre de choses-là. Et carrément, ça pourrait être une très bonne occasion. Oui. Ouais. Très bonne façon. Très bien, bah écoute, merci du coup pour ces 3, 4, 5 personnes, il y en avait beaucoup. Alors, je vais te demander, dernière épreuve et après, promis, on te laisse tranquille. Si tu avais 3 conseils, les 3 derniers conseils que tu donnerais aux nouvelles générations de la cyber qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que ça serait? 3 conseils. Détermination, patience et dévouement. Pour moi, c'est les trois qui me viennent à l'esprit et c'est les clés de la réussite dans notre domaine. Et surtout patience, parce que quand les gens se lancent, ils veulent directement que le savoir arrive à eux. Ce n'est pas parce que vous complétez des formations que vous avez acquis des compétences. Vous pouvez être top 1% sur Try Hack Me, ça ne veut pas dire que vous avez acquis. Ouais, balle perdue pour tous les top 1%. Ça ne veut pas dire que vous avez acquis les compétences. Non, il faut vraiment donner de la patience. Et je l'ai dit tout compte fait dans ma vidéo, la vidéo que j'avais faite pour se lancer dans l'ethical hacking. Il faut rejoindre des communautés aussi qui ont les mêmes objectifs que vous, être patient. Et ne pas se comparer aux autres aussi. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes objectifs, et on n'a pas les mêmes profils. C'est pas parce que tu vois qu'une personne à tel niveau, tu as l'impression que c'est un crack, qu'il faudra absolument te dire je veux être comme celle-là, je veux me comparer à celle-là. Tu sais pas par où elle est passée, tu sais pas ce qu'elle vit.
Donc, essayez d'être meilleur jour après jour. Et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Il n'y a rien de compliqué. Si je suis arrivé, n'importe qui peut le faire. Encore une fois, je répète, je ne suis pas talentueux. Je suis pas né avec un don. Je ne suis pas le mec le plus compétent peut-être du domaine. Mais j'ai une seule chose qui me pousse à continuer à me lancer dans mes projets et à faire des choses différentes. Et cette chose-là, c'est ma détermination.